Et avec nous pour ce club, Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth, merci d'être là, éditorialiste politique TF1 LCI. Frédéric Dabi, bonjour Frédéric. Bonjour Yann. Merci également d'être avec nous, directeur général opinion de l'IFOP. On va parler avec vous de la réforme des retraites. François Bayrou a rencontré hier les partenaires sociaux. Peut-il sauver le conclave de l'échec total? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et peut-il sauver son poste à Matignon alors que le PS annonce une motion de censure dans les prochains jours? Que peut faire le Premier ministre? Et puis Stéphane, on va parler municipal et division du socle commun. Oui, parce que la commission mixte paritaire sur la réforme du scrutin Paris-Lyon-Marseille a échoué hier. Ça pourrait être le début d'une guerre entre le gouvernement et les sénateurs. On voit ça dans quelques instants. Et on parle tout de suite d'ailleurs des municipales. C'est l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va à Poitiers où on retrouve Delphine Blanchard. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste à la Nouvelle République. Delphine, on le disait, on va parler des municipales à Poitiers. Elles sont déjà dans toutes les têtes. Oui, tout à fait. À Poitiers, la maire écologiste, elle a déjà dégainé. Elle a annoncé il y a quelques semaines qu'elle repartait. Élue à la surprise générale en juin 2020, son collectif est reparti en campagne et Léonore Mauconduit a donc annoncé qu'elle en était de nouveau la tête de liste, comme en 2020. En 2020, cette année-là, alors âgée de 30 ans, elle mettait fin à 43 ans de socialisme dans la ville et elle avait vraiment créé la surprise. Mais tous les regards sont actuellement tournés vers l'ancien maire socialiste, Alain Claes, celui de la fameuse loi Claes-Leonetti, très actif au national au sein du comité consultatif d'éthique. Mais l'élu n'a pas digéré sa défaite en 2020. Malgré ses 77 ans, l'envie d'y retourner semble le titiller très fort. Tandis que ses collègues socialistes voudraient, lui, qu'il laisse la place aux plus jeunes. Il y a donc scission au sein même du PS local. Demain, jeudi, sera dévoilé le nom du nouveau premier secrétaire fédéral du PS dans le département. Ils sont deux candidats. L'un âgé de 28 ans, jusqu'alors référent des jeunes socialistes dans la Vienne, et l'autre âgé de 29 ans, ancien collaborateur d'Alain Claes. Vous le voyez donc, la nouvelle garde, elle veut vraiment prendre les rênes de Poitiers. Tandis que Sacha Houlié, député et ex-président de la commission des lois, déçu de la Macronie, vient de faire savoir qu'il rejoignait Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Une annonce faite en primeur aux Parisiens plutôt qu'à la presse quotidienne régionale. Est-ce une façon de dire que les municipales de 2026 l'intéressent un peu moins que la présidentielle de 2027 ? Si tel est le cas, il ne pouvait pas s'y prendre mieux, c'est sûr. Pourtant, la ville de Poitiers bruisserait d'une alliance entre l'ancien maire Claes et le député Houlié dans un axe social-démocrate, affaire à suivre donc. Et encore, il y a ceux qui siègent dans le conseil municipal, dans les groupes d'opposition, qui ne veulent pas non plus laisser passer leur tour, à l'image d'une élue, siégeant jusqu'alors aux côtés de l'ancien maire, socialiste donc, qui vient de faire savoir qu'elle monterait une liste de centre droit. Si avec ça les électeurs poitevins y comprennent quelque chose, eh bien je leur tire mon chapeau bien bas. Ils vont tout bien comprendre maintenant, Delphine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Delphine Blanchard, la une de la Nouvelle République, une œuvre à la Manu pour 5 héroïnes. C'est à la une de votre journal. On le voit, les municipales, elles sont lancées. La campagne, elle est lancée dans plusieurs villes. Frédéric, même si c'est parfois un peu compliqué, comme à Poitiers. Oui, et c'est pas n'importe quelle ville, Poitiers. Dans le cadre de cette vague verte de 2020, Poitiers, c'est la seule ville gagnée par les écologistes contre un maire sortant qui avait gagné en 2014. Quand les écologistes gagnent Bordeaux, Besançon, Strasbourg, le maire sortant, élu en 2014, ne s'était pas représenté. C'était le cas pour Alain Claes, qui, comme on l'entend dans le reportage, veut y retourner. Alors, c'est rarissime, mais ça peut arriver qu'un maire battu à une élection soit réélu l'élection suivante. Je pense à Jean-Luc Boudinque à Toulouse ou Nicolin à Roanne. Donc ça sera intéressant de voir, et déjà ça fracture au sein de la gauche. Et puis ce qui est très intéressant aussi, ça n'a pas été dit, mais c'est un des enjeux de la municipale de Poitiers, c'est la décision de la maire écologiste, Léonore Mauconduit, de s'allier dès le premier tour avec la France insoumise. Posture que par exemple n'a pas choisi en principe le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, son voisin. Et dans ce cadre-là, ça sera intéressant de voir le potentiel de rassemblement de toute la gauche au premier tour et également le risque d'un vote, on connaît la phrase de Charles Pasqua, qui avait été inventée par Guy Mollet, au premier tour on choisit, au second tour on élimine, le potentiel d'élimination, si je puis dire, de la liste sortante, si LFI a une place profondérante.
Et justement, Elisabeth, alors il y aura évidemment des enjeux locaux pour les municipales, mais il y aura aussi un enjeu national, et notamment à gauche, et notamment quid de l'alliance avec la France insoumise, et quel sera le rapport de force en vue de 2027 ? Oui, ça c'est une des questions qui sera passionnante à observer dans ces municipales qui sont très importantes, un an avant évidemment 2027. Est-ce que les LR vont conserver leur mairie ? Quid effectivement de la gauche. On attend Olivier Faure au tournant, bien sûr, pour ceux qui étaient opposés au positionnement du premier secrétaire, justement, par rapport à LFI. Et juste sur cette question de Poitiers, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le potentiel électoral de Raphaël Glucksmann, puisque Sacha Houlié, ex-Renaissance, orphelin de l'aile gauche de Renaissance, donc est parti il y a un an et a rallié le leader de Place Publique. Comment est-ce que Raphaël Glucksmann va réussir ou pas à se faire un petit coin de paradis dans la perspective de ces municipales et de la présidentielle? Raphaël Glucksmann, c'est un peu une question. Alors évidemment, Frédéric Dabi est beaucoup plus calé que moi pour anticiper sur ces questions-là du potentiel électoral. Mais il ne faut pas l'enterrer trop vite. Il a présenté son programme la semaine dernière en pleine offensive israélienne en Iran. Donc ça a été un peu éclipsé. Mais la social-démocratie, il peut l'incarner. Donc on va voir. Ça peut être un tremplin, justement, pour certains candidats ou potentiels candidats à la présidentielle, ces municipales ? Oui, j'ai envie de dire oui, parce que ce cycle 2026 municipal présidentiel en 2027, c'est la première fois depuis le cycle 2001-2002. Alors sans faire de comparaison, 2001, on s'en souvient, de très fortes défaites pour la gauche, de ministres sortants, Elisabeth Guigou, Jean-Claude Guessot, voire Jack Lang, et la défaite de la gauche avait été éclipsée par des arbres, si je puis dire, la victoire à Paris, la victoire à Lyon, la victoire à un degré moindre à Dijon. Et on avait peut-être mal analysé à l'époque un début de vote sanction. Là, dernier scrutin avant 2026, avant 2027, même s'il y a quand même un élément d'inconnu qu'il faut avoir tous en tête, autour de cette table, personne ne peut dire avec certitude que les municipales constitueront le prochain scrutin proposé aux Français. Quid d'un référendum ? Quid d'une dissolution et de législatives anticipées? Ce n'est pas anodin quand on sait que les législatives anticipées pourraient conduire à une réunion de la gauche avec LFI, par exemple, alors que les municipales, beaucoup de maires socialistes sortants ne veulent pas entendre parler de placer des membres ou des sympathisants, des élus de LFI sur leur liste. On parlait du rapport de force au sein de la gauche. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des tensions entre LFI et le PS. Est-ce que les écologistes peuvent prendre des villes aux socialistes ? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, on n'est pas du tout dans le contexte de 2019-2020. 2019-2020, percée des écologistes très fortes aux européennes, qui avait été un véritable tremplin pour les élections municipales. Ce n'est pas le cas ici. Score faiblissime de la liste écologiste en 2024 aux élections européennes. Là, les écologistes sont dans une logique de sortant dans beaucoup de villes et ils vont plutôt défendre leur ville et ça n'a pas l'air très simple dans toute une série de villes. Je ne vais pas les nommer. Maintenant, il y a aussi une question qui se pose. Est-ce que dans les villes socialistes sortantes, les écologistes vont aller avec les socialistes? Est-ce qu'on le voit à Perpignan, on le voit dans de très nombreuses villes, il y aura des alliances avec la France insoumise? Est-ce qu'ils pourraient redessiner les contours de la gauche avec des alliances PSPC2 sortants versus des alliances Europe Écologie, plutôt écologistes, et la France insoumise? En tout cas, c'est vrai que de ce point de vue-là, ces municipales, scrutin le plus local qui n'a rien à voir avec la présidentielle, pourra donner des indications. Chaque parti devra, si je puis dire, compter. C'est la première fois que la France insoumise fait des municipales un véritable enjeu, alors que ça avait été enjambé en 2014 et en 2020. Et bien sûr, pour les partis traditionnels, PS, LR, il y a une nécessité de bien figurer. Oui, et puis c'est vrai, par exemple, pour le PS et pour LR, qui ne sont plus que des partis, en fait, de barons locaux. C'est très important. Au PS, il y aura deux batailles qui seront passionnantes. C'est Paris et Lille. Lille, bien sûr. Évidemment, la succession d'Anne Hidalgo et celle de Martine Aubry. Et puis pour le Rassemblement national aussi, je me tourne vers Frédéric, mais le Rassemblement national, évidemment, avec son score stratosphérique aux européennes, ses projections pour la présidentielle. Est-ce qu'il va réussir à, par exemple, décrocher une ville comme Toulon? Ce sera aussi un test très intéressant pour le parti de Marine Le Pen, qui saura à cette date, d'ailleurs, si... Pas tout à fait. Elle n'aura pas encore le verdict de l'appel. Et donc, ce sera intéressant de suivre. Ouais, et d'autant, pour prolonger ce que dit Elisabeth, Frédéric, qu'on a bien constaté aux dernières élections une différence entre l'électorat national et l'électorat local. Ce n'est pas du tout les mêmes partis qui arrivent
en tête dans des élections nationales que dans des élections locales. Ah mais c'est tout à fait ça. Déjà, on connaît depuis 2017, avec l'arrivée du macronisme, d'élus nationaux qui n'avaient pas d'assises locales, une sorte d'étanchéité jamais vue entre sphère politique locale et sphère politique nationale, renforcée par le cumul des mandats. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de Français, d'élus dire « remettons en cause ce cumul pour oxygéner la sphère politique nationale qui vit une sorte d'éclipse, puisque les Français ont le sentiment, on va peut-être y venir sur le gouvernement, que il y a une véritable inaction, c'est plus là que ça se passe, exception faite de l'action de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. Et c'est vrai qu'à l'échelle locale, au contraire, on a des élus qui ont une cote de confiance. On parlait il y a quelques semaines ici d'une enquête IFOP Inspiration Politique avec une cote de confiance des maires jamais vue, mais qui se double parce que ce sont les seuls acteurs vraiment présents d'un niveau d'exigence, d'une vraie insatisfaction sur des enjeux nationaux qui ne sont pas traités à l'échelle locale. Je pense à la sécurité, je pense à l'accès aux soins, je pense à la dette. Tout ça crée un moment très particulier avec en plus ce tremplin vers la présidentielle. On continue à parler des municipales et vont-elles fracturer le socle commun ? Hier, au Sénat, se tenait la commission mixte paritaire. Réunion entre députés et sénateurs sur la réforme du scrutin à Paris, Lyon, Marseille qui vise à rendre plus directe l'élection des maires dans ces 3 grandes villes. Elle a échoué, cette commission mixte paritaire. Stéphane, est-ce que du coup, on va vers une guerre entre gouvernement et Sénat ? En tout cas, ça en a tout l'air, Oriane, même si un conseiller du gouvernement jure que non. Pour lui, c'est un désaccord entre sénateurs et députés. De fait, oui, la CMP n'a pas été conclusive. Aucun texte de compromis n'a été présenté. L'ambiance y était même un peu particulière, puisque les députés et les sénateurs n'ont ni débattu ni voté, et la réunion s'est terminée au bout de 25 minutes. Sauf que cette proposition de loi, elle n'est pas complètement enterrée. Et c'est là que tout pourrait se tendre, Oriane, parce qu'un échec de la CMP ne signifie pas pour autant la fin du chemin législatif. Le gouvernement envisage maintenant de renvoyer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Elle serait à nouveau examinée avant de revenir au Sénat, et si les sénateurs s'y opposent à nouveau, le gouvernement pourrait réinscrire le texte à l'Assemblée, et les députés auraient le dernier mot, le tout avant le mois de juillet. Le calendrier est donc très serré et cette option passe très mal auprès des sénateurs LR. Écoutez la rapporteure du texte, Lauriane Jossande. Cela relèverait, je dirais, à minima de mauvaises manières faites au Sénat, qui est la Chambre des territoires. Il serait malvenu, je pense, pour le gouvernement d'aller au bout dans les conditions actuelles, alors que nous partageons le fait qu'il faut qu'il y ait une réforme, mais nous demandons simplement de prendre le temps de le faire de manière sérieuse. Un passage en force serait certainement un très mauvais signal. Le président du Sénat, lui, a un ton un peu moins ferme. Dans une interview à l'AFP ce matin, Gérard Larcher a seulement affirmé que le gouvernement devra prendre en compte l'avis du Sénat, en rappelant quand même que la Chambre haute est, selon lui, la seule assemblée où François Bayrou a une majorité claire, sous-entendu qu'il ne faut pas trop froisser les sénateurs. En tout cas, les promoteurs du texte lui demandent à François Bayrou de le maintenir coûte que coûte. Oui, qu'importe les conclusions de la CMP, écoutez le député LR, Yann Boucard. Les députés ont été élus par le peuple en juillet dernier pour faire la loi. On a pris nos responsabilités. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale, donc ce texte doit poursuivre son chemin, oui. Souhaitable donc d'aller plus loin, mais vous remarquerez que Yann Boucard est dans le même parti que Lauriane Jossande, Oriane, et que les sénateurs LR n'apprécient pas vraiment la position de leurs collègues à l'Assemblée. Pour Francis Spinner, sauver ce texte ne servirait qu'à Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture et candidate à la ville de Paris. Le groupe LR à l'Assemblée nationale serait bien inspiré de ne pas mettre des bâtons dans les roues du groupe LR du Sénat. Maintenant, cette réforme, on sait qu'elle a été voulue pour une femme, au profit d'une seule femme, qui a quelques problèmes à Paris. Voilà. Et donc, on ne fait pas une loi de circonstance pour un candidat. Pour Madame Dati. Francis Spinner, qui a aussi créé un autre groupe politique que celui de Rachida Dati au Conseil de Paris et qui est lui-même candidat pour être maire de Paris. Alors on voit, il y a des divergences entre LR, mais aussi au sein de la coalition gouvernementale. Oui, un risque de plus pour François Bayrou de fracturer sa fragile architecture gouvernementale. Son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est contre le texte. Rachida Dati, on vient de le comprendre, elle est pour. Le chef du gouvernement, lui aussi, y est favorable. Rappelons d'ailleurs que le Premier ministre avait dit au Palais du Luxembourg en février qu'il n'imaginerait pas que ce texte soit adopté sans un accord entre l'Assemblée et le Sénat, ce qui ne sera manifestement pas le cas. Voilà, et tout ça est politiquement compliqué, Elisabeth. Avant de parler des divisions entre le gouvernement et le Sénat, d'abord les divisions au sein des LR. Parce que ce texte, il fracture comme d'autres, comme la loi hier sur l'énergie qui a été rejetée par l'Assemblée, ça fracture au sein des LR. On a les sénateurs qui sont contre et une grande partie des députés, Laurent Wauquiez
et aussi Rachida Dati qui est pour. Oui, alors, je veux dire, quand même, vous voulez pas qu'on parle des divisions, mais je trouve que ce texte, il concentre le bazar politique. Entre le Sénat et l'Assemblée, ça se tend. Et effectivement, entre le gouvernement et LR aussi, et puis entre Rachida Dati, évidemment candidate à Paris, et LR. Parce que quand on voit la vigueur des propos des sénateurs LR à l'égard de ce texte, et Rachida Dati qui, elle, justifie un passage en force, comme le dit LR, avec un texte qui reviendrait à l'Assemblée nationale, on voit à quel point, effectivement, dans le parti de Bruno Retailleau, c'est divisé. Que fait Bruno Retailleau ? Que dit Bruno Retailleau ? Il n'est pas patron de LR, non ? Non, je vous demande ça parce que il pourrait quand même aussi fixer une ligne. Et là, on s'aperçoit que entre Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, les sénateurs LR, rien ne va plus. Donc ce texte, il concentre quand même, encore une fois, je le disais, le moment, c'est-à-dire un moment politique où, dans le fond, plus personne n'écoute personne. Et on ne sait pas du tout comment va atterrir ce texte. L'Assemblée nationale aura le dernier mot. Mais qu'est-ce que ça laissera comme trace ? Et notamment dans la majorité sénatoriale. Oui, mais j'entends ce que dit Elisabeth. Je vais prendre son anaphore. Ça concentre également, et ça résume l'époque. Hein, quand je parle d'éclipse du politique, c'est le sentiment chez les Français qu'à l'échelle nationale, on ne les écoute plus. Et si on fait un petit pas de côté et on regarde les derniers textes qui ont été débattus ou sur l'agenda, la proportionnelle, ça n'intéresse personne. Sincèrement, cette loi PLM, ça n'intéresse pas grand monde, y compris à Paris, Lyon et Marseille, ou des propositions nommées Dreyfus, général à titre posthume, qui est peut-être une très bonne chose, mais la déconnexion, elle est là. N'oublions pas que la promesse du politique, c'est changer la vie, transformer le quotidien des Français, résoudre des problèmes. Et effectivement, cette loi PLM, ça va laisser beaucoup d'incompréhension. Alors, qu'elle soit changée, que le maire soit élu directement, ça peut plaire à une partie. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes IFOP à Paris, auprès des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais, qui montraient une très forte adhésion à un vote direct du maire, parce que c'est cet imaginaire de le nommer directement. Mais là, ces divisions, voilà, qu'est-ce qu'on est... je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Elisabeth, qui est parfait, mais qu'est-ce qu'on est loin de la réponse aux attentes des Français. Ouais. Et Gérard Larcher, c'est d'autant plus dommage que, comme vous le disiez, c'est un texte assez évident, oui. et une aspiration assez commune. Donc tout ça se perd dans des batailles pré-municipales, rapport de force aussi LR-gouvernement, un rapport de force encore une fois interne au LR. C'est désolant. Voilà, c'est absolument désolant. Et c'est vrai que le texte corrige historiquement deux éléments de stratégie de François Mitterrand et du PS en 82 qui voulait embêter, entre guillemets, Jacques Chirac en créant les 20 arrondissements, les élections PLM, et puis sauver à l'époque le soldat Gaston Defferre. Donc c'est vrai qu'il y a, dans la loi de 82 et dans cette prochaine loi, sans doute, des dimensions très, politiciennes qui, je le répète, vraiment ne concernent pas et éloignent encore plus les Français de sa politique nationale. Et Gérard Larcher qui appelle ce matin dans un entretien à l'AFP à prendre en compte l'avis du Sénat sur ce texte. Est-ce qu'il peut créer une fracture entre le Sénat et François Bayrou ? Est-ce que François Bayrou il peut perdre l'appui, le soutien de la majorité sénatoriale ? Oui, François Bayrou, il perd tout. Hein. On va en parler, mais alors les petits cailloux sont semés, on ne sait pas où il va. Oui, évidemment, j'évoquais cela aussi dans l'opposition entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et on a l'impression que ce Sénat, qui a pris une importance considérable dans un contexte politique très singulier, c'est vrai que le Sénat devenait un peu une chambre de consolation, plus que ça, de réparation. Pour François Bayrou depuis son arrivée à Matignon, même depuis la dissolution d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fracture. François Bayrou, combien de divisions ? Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Allez, et pourtant, il s'est fait nommer, il a imposé sa nomination à Emmanuel Macron en disant « Sans moi, tu ne peux rien ». Aujourd'hui, il ne peut plus grand-chose. Autre caillou et gros caillou, c'est la question des retraites. François Bayrou va-t-il réussir à sauver le conclave de l'échec total ? Il a réuni hier les partenaires sociaux pour tenter de surmonter leurs désaccords, mais sans attendre l'issue de ces discussions, le PS a d'ores et déjà annoncé une motion de censure. Redam Rabit. Quel avenir pour François Bayrou ? Le Premier ministre est en danger après l'échec du conclave sur les retraites. Malgré une nouvelle consultation menée avec les partenaires sociaux, le chef du gouvernement est sommé de consulter le Parlement, notamment par le Parti socialiste.
François Bayrou est co-responsable avec le MEDEF de cet échec. Et donc, l'évidence, c'est qu'aujourd'hui, il doit en payer la conséquence. Et la première conséquence, c'est de redonner la main au Parlement et, s'il ne le faisait pas, d'être censuré. Le MEDEF est lui aussi pointé du doigt. Le syndicat patronal plaide la bonne foi. On vous demande de faire une première avancée, une deuxième avancée, une troisième avancée, une quatrième avancée, et puis ça n'est jamais suffisant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été de bonne foi et extrêmement constructifs dans ce débat. La voie de passage semble difficile à trouver pour François Bayrou. La menace d'une censure est prise très au sérieux, y compris par le chef de l'État. Et la discussion, la négociation qui est en cours, je crois, est celle de femmes et d'hommes responsables, conscients du monde, de l'état du monde et de la nécessité pour notre pays d'aller de l'avant. Donc je les encourage ardemment à savoir aller au-delà des désaccords qui persistent. Si la gauche semble mobilisée, c'est la réponse du Rassemblement national qui est désormais attendue concernant une possible censure. Le parti reste pour l'instant évasif à ce sujet. Et on va revenir évidemment sur cette question de la censure, mais on parlait à l'instant des divisions au sein du socle commun. On va écouter sur ce sujet ce matin l'ancien Premier ministre, patron d'Horizon, Édouard Philippe. On va voir ce qu'il pense du conclave. On ne réglera pas cette question par des éléments techniques. On la réglera par un vrai débat politique consistant à dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Et ce moment-là, c'est plutôt le moment de la présidentielle, c'est vrai. Voilà. En gros, le conclave, c'est pas forcément très utile. Mais il y a le socle commun vit bien, il disait. Oui, alors, il y a deux façons de voir. C'est un échec du conclave. Évidemment, quelle que soit l'issue que pourrait trouver quand même François Bayrou, puisqu'il cherche quand même à sortir par le haut dans cette affaire. C'est un échec du conclave, c'est un échec du dialogue social. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on peut le voir de deux façons différentes. Soit c'était une occasion rêvée pour la démocratie sociale, de montrer que ça fonctionne, et le conclave pouvait trouver une solution technique, dit Édouard Philippe, c'est un peu mieux que ça. Technique, ça rabaisse un petit peu l'enjeu. C'est mieux que ça. Il y a eu des grands accords sociaux par le passé. Dans un contexte de politique bloquée, on pouvait espérer que ce soit les partenaires sociaux qui reprennent la main, qui trouvent un accord, qui aurait pu être modélisé pour réfléchir ensuite au-delà sur l'avenir de la protection sociale. C'était un peu le rêve de ceux qui croient effectivement en la possibilité pour les syndicats de trouver des accords forts, ce qui nous a manqué. Par ailleurs, ça donne raison à Emmanuel Macron, d'une certaine façon, qui en 2017 avait dit « les syndicats, il faut qu'ils restent dans l'entreprise. C'est à nous, les politiques, de conclure des accords. » Moi, je trouve ça extrêmement dommage. Deuxième façon de le voir, ça n'est pas précisément... C'est un peu ce que dit Édouard Philippe. Ça n'est pas partenaires sociaux de trouver des solutions. C'est à la représentation nationale. La difficulté, c'est que la représentation nationale, aujourd'hui, elle n'est pas capable, avec l'absence de majorité, elle n'est pas capable de trouver des issues. Donc on en est là. Soit on regrette ce moment qui aurait pu être historique pour une démocratie sociale, c'est mon cas, je le regrette. Soit on se dit que de toute façon, ça n'était pas aux partenaires sociaux de sortir par le haut sur cette question des retraites qui a fracturé les Français. Et par ailleurs, 64 ans, les syndicats étaient d'accord, ceux qui étaient restés dans la Réunion, pour ne pas toucher à l'âge légal. Ils avaient eu quand même cette responsabilité-là, cette maturité-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir ? On ne peut pas déséquilibrer davantage les comptes. Donc voilà, on en est là. Moi, je regrette quand même cet échec parce que c'en est un. Les Français, ils attendaient quelque chose de ce conclave, Frédéric, où ils étaient contre majoritairement sur les enquêtes d'opinion les 64 ans, mais finalement, ils s'étaient fait à l'idée que ça allait s'appliquer. Vous avez tout dit, Elisabeth a également tout dit. C'est vrai que d'un côté, il y avait plutôt une bienveillance à l'idée enfin de remettre les partenaires sociaux au centre du jeu. Il y a des moments historiques, ça a été dit, où des grandes avancées sociales ont eu lieu grâce à eux. Mais c'est vrai que la toile de fond, ça reste et ça restait d'une part un rejet massif du passage de 62 à 64 ans,
avec 2 tiers des Français, 3 quarts des personnes actives, hein, pas les 90% qui ont été cités, mais quand même une majorité très très forte. Et également, il faut le dire, un véritable, j'utilise le mot à dessein, désarroi des Français sur cette question des retraites, absolument jamais réglée, que l'on inscrit toujours dans une logique que j'appelle de der des der. C'est la dernière réforme pour sauver le système. Encore un petit effort et le système est sauvé. Et là, on parle déjà de remettre en jeu ou de retravailler la réforme Borne de 2024. Donc, clairement, et les faits donnent raison dans la querelle qu'on a vue au sein du bloc central et du socle commun à Édouard Philippe, puisque les Français attendent que cette question soit enfin tranchée. Et effectivement, c'est pas le conclave qui va la trancher, c'est le prochain débat présidentiel. Mais voilà, la question des retraites, c'est vraiment une réforme emblématique et un moment emblématique de ce sentiment de distance des Français vis-à-vis de sa politique nationale. Rien ne se passe, rien n'est réglé et on l'a vu un peu dans notre débat précédent, on parle de sujets qui ne nous concernent pas. Oui, alors vous permettez d'interpeller Frédéric, parce qu'ils sont évidemment non pas les reins et les cœurs, mais l'opinion française. Les Français ont refusé cette réforme, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, mais dans un récent sondage, on a vu que les jeunes ont la certitude qu'ils n'auront pas de quoi payer leur retraite. Donc il y a quand même quelque chose dans l'opinion qui a maturé sur le fait que le financement des retraites n'est pas assuré. Et donc ça a évolué quand même depuis. Et alors du coup, qu'est-ce que ça produit comme attente par rapport à cette réforme? Non mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le rejet en bloc de la réforme reste fort, mais il y a effectivement, l'opinion mature, l'opinion travaille. Le fait qu'on dise, comme je disais tout à l'heure, qu'on va encore, le système de financement n'est pas encore assuré. Le corps a fait une déclaration il y a quelques semaines, fait avancer les choses. Mais ça crée ce désarroi. L'acceptation légèrement majoritaire en 2010 de la réforme Sarkozy-Fillon-Wörth, le passage de 60 à 62 ans, c'est qu'il y avait une finalité claire de la réforme et il y avait l'idée de faire un petit effort avec des efforts de manière réciproquement partagée. On n'est pas dans ces conditions-là. Et les jeunes se projettent déjà dans une retraite qui est vraiment un moment dans l'imaginaire des Français, de nouvelles vies, d'avenir désirable, mais en même temps, ils ont bien pris conscience, comme ils ont pris conscience peut-être plus fort que les autres de la dette Covid, que le système n'étant pas assuré. Et on voit déjà que la pré-campagne commence. On a entendu Dominique de Villepin hier, je crois, sur France Inter, parler d'une retraite à points qui était la réforme d'Édouard Philippe de décembre 2019 que le Covid n'avait pas pu permettre de mettre en place, qui avait aussi beaucoup secoué le pays. On peut être sûr que cette question des retraites et du financement de notre protection sociale vont constituer des enjeux majeurs du prochain scrutin présidentiel. Et avant ça, cette question des retraites, avec cette question des retraites, François Bayrou joue aussi sa survie à Matignon. Le PS annonce le dépôt d'une motion de censure qui ne pourra passer qu'avec les voix du Rassemblement national. Alors que va faire le parti de Marine Le Pen? Jean-Philippe Tanguy a donné la réponse ce matin. Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans. Faire tomber M. Bayrou, ça ne va pas baisser l'âge de départ à la retraite. La gauche, et c'est encore de mentir, pourquoi? Parce que quand on a déposé avec Marine Le Pen à l'Assemblée nationale il y a encore 6 mois une proposition de loi concrète pour baisser l'âge de départ à la retraite de 64 à 62 ans, la gauche a voté contre. Et ils ont voté main dans la main pour plomber la loi. Voilà, fin du suspense. C'est pas sur les retraites que le RN fera tomber le gouvernement Bayrou. Comme vous dites, le groupe vit bien. Hein, parce qu'hier, Jordan Bardella a dit « on ne s'interdit rien ». Jean-Philippe Tanguy répète ce qu'il avait déjà dit il y a quelques jours. Effectivement, on attend le budget. Nous, les retraites, c'est pas le moment de faire tomber le gouvernement. Donc le PS doit être soulagé ce matin, après l'avoir entendu, parce qu'en réalité, ils espéraient bien que le RN ne vote pas avec eux la motion de censure qu'ils vont... Elle n'est pas encore déposée, elle va être déposée, peut-être débattue sans doute en début de semaine prochaine. Donc voilà, un mouvement tactique d'Olivier Faure qui, après avoir été réélu, veut donner des gages à la gauche de sa gauche en déposant cette motion de censure. On a entendu Boris Vallaud hier dans l'hémicycle très offensif. Et comment vous la comprenez, vous, cette stratégie du RN de dire c'est pas sur les retraites qu'on va faire la censure, on va attendre le budget? Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses, mais Marine Le Pen est dans cette stratégie de
Alors, de re-notabilisation, parce qu'il y a eu des scories il y a quelques jours. Il y a eu l'affaire de Facebook qui a fait ressortir des députés qui s'associent à des insultes racistes, homophobes. Ils sont toujours à courir derrière quand même leur notabilité. Marine Le Pen, elle attend son jugement. Le budget, ce sera quand même effectivement le moment le plus important. Elle le sait politiquement. Pour faire tomber François Bayrou, lui laisser quelques semaines, dans le fond, ça ne fait rien perdre au Rassemblement national. Ils ne sont pas pressés. Hein. Aucun groupe politique aujourd'hui n'est pressé pour faire tomber François Bayrou. Vous savez pourquoi? Parce que quoi derrière? Quoi derrière? Sébastien Lecornu? Et puis, quoi? Est-ce que ça fait avancer plus de trucs, comme dirait Édouard Philippe? Est-ce que ça va donner plus de raisons de montrer qu'on peut faire la politique? Non. La politique, comme le sait mieux que moi Frédéric Dabi, elle est de plus en plus lointaine pour les Français. S'associer à une motion de censure, en ce moment, c'est donner l'impression d'ajouter encore au désordre. Personne n'y a intérêt. Oui, je pense que la stratégie du RN, c'est effectivement gagner du temps. S'il y a un gouvernement qui tombe, une dissolution, Marine Le Pen ne peut pas être réélue. Elle disparaît de la scène politique nationale et ne garde qu'une sorte de magistère moral avant son jugement en appel. La stratégie du RN, c'est aussi une forme de respectabilité, montrer qu'on est responsable par rapport, en distinction par rapport au Foucade de la France insoumise qui veut renverser la table. D'ailleurs, les électeurs, ce qui est intéressant, l'enquête IFOP-LCI est faite le 6 juin pour l'anniversaire, à quelques jours près de la dissolution. 40% des Français souhaitaient une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors c'est minoritaire, mais c'est pas rien. Mais c'était majoritaire chez les électeurs RN et chez les électeurs de la France insoumise. En revanche, le pronostic était beaucoup plus faible. Et c'est vrai que dans un contexte de tension internationale, qui inquiète beaucoup les Français, parce que l'international maintenant fait partie de leur quotidien. Ils redoutent des conséquences, notamment sur le prix de l'énergie, si cette guerre Iran, Israël, États-Unis se poursuit. Le RN veut rester sur une censure éventuelle, sur une question de pouvoir d'achat, c'est-à-dire liée au budget, si le budget est jugé sans doute par eux absolument inadmissible, et pas sur cette question des retraites. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, peut-être le PS va être soulagé de voir que sa motion de censure n'est pas acceptée. Et on aura évidemment l'occasion d'en parler, vous le dites Elisabeth, ce sera dans les prochains jours, cette motion censure de la gauche. On continue à parler de François Bayrou, il est à la une ce matin de la presse régionale. Et Stéphane, à la une de la presse régionale, cette question, François Bayrou, Premier ministre, pour combien de temps encore? Eh bien malin sera celui qui pourrait y répondre. En tout cas, l'échec du conclave sur les retraites voulu par François Bayrou en janvier et le flottement qui règne autour de la suite qu'il compte y donner l'affaiblit. Les députés socialistes, on en a parlé, ont annoncé hier déposer une motion de censure. Ils seront suivis par leurs collègues de la gauche. Pour l'instant, la position du Rassemblement national est plutôt de ne pas voter cette censure. Ouest France cite le député Gaëtan Dussosset, nous ne censurerons jamais sur du rien. Aucun texte sur les retraites n'est à l'ordre du jour. Manière de botter en touche. Le quotidien de l'Ouest dissèque aussi les raisons de l'échec des négociations sur les retraites. Des compromis impossibles à trouver entre patronat et syndicats, même si la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC avaient abandonné l'idée d'un retour sur les 64 ans. D'autres quotidiens régionaux se replongent de la fête de la musique ce week-end. Elle a viré au cauchemar pour au moins 150 femmes. Oui, toutes victimes de piqûres sauvages dans la rue, des piqûres qui contiennent de la drogue. Le courrier Picard chiffre le bilan à une dizaine de victimes pour la Picardie. Le quotidien raconte l'histoire de Lison, 19 ans. Elle avait hésité à sortir à Amiens samedi soir pour la fête de la musique, ce qu'elle a finalement fait avant d'être piquée à la main droite, vertige, jambes tremblantes, prise en charge par les pompiers. À l'hôpital, les médecins découvrent dans son sang des traces de GHB. On prend la direction du sud de la France. La mairie RN de Perpignan a été perquisitionnée. Oui, la police judiciaire s'est rendue à l'hôtel de ville dirigé par Louis Alliot hier après-midi. Ils étaient à la recherche de documents dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant des possibles irrégularités dans l'attribution de marchés publics. C'est un élu d'opposition qui avait signalé les faits au procureur. Des soupçons pour l'instant que balaye Louis Alliot, qui se dit serein et qui dénonce une instrumentalisation de l'opposition. Et pour terminer, on va parler sport. Olympique Lyonnais rétrogradé
relégé en Ligue 2 par le gendarme financier du foot français. À la une du Progrès, mauvaise nouvelle pour les fans de l'Olympique lyonnais. Le verdict de la DNCG est tombé hier soir. Les finances de l'OL ne lui permettent pas de continuer de jouer en Ligue 1. La Ligue de foot professionnelle ajoute à cela une interdiction de recruter, un encadrement de la masse salariale la saison prochaine. Un coup dur pour le club qui ne s'y attendait pas. John Textor, lui, va faire appel. Il va présenter en tout cas de nouvelles finances pour voir si le club peut être maintenu en Ligue 1 et si l'OL venait à descendre en Ligue 2, eh bien ce serait la dernière fois que l'OL était descendu en Ligue 2, c'était en 1983. Donc ça fait bien longtemps que l'OL n'est pas descendu de l'élite. Ça remonte effectivement à appel. Ça pourrait sauver Saint-Etienne qui a été... Ah merci Frédéric. C'est Reims qui pourrait sauver. Ou Reims ou Saint-Etienne? C'est Reims. Dommage. Ah dommage. Alors, je m'associe à la motion d'Abi sur On va faire une motion pour la remontée de Saint-Etienne en Ligue 1. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Frédéric et Elisabeth d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis à 15h. Vous suivrez en direct et en intégralité la séance de questions au gouvernement devant le Sénat. Et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.